Bonjour, mon nom est Hugues Bersini, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles et directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de cette même université. Et je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de cet événement Taxville pour vous parler d'intelligence artificielle. Vous avez vu que j'intitule ma présentation l'intelligence artificielle, les deux intelligences artificielles, le système 1 et le système 2. Et ce dont j'ai envie de faire, c'est de vous sensibiliser à une bifurcation importante qui est en train de se produire dans ce champ disciplinaire qu'est l'intelligence artificielle, qui, comme vous le savez, existe depuis les années 50, donc ça n'est pas une discipline neuve. Elle a toujours été découpée en deux intelligences artificielles que je vais essayer de vous faire comprendre, ce que j'ai appelé le système 1 et le système 2. D'ailleurs, c'est système 1 et système 2, ça vient d'un livre qui n'est pas un livre d'un informaticien, qui est un livre d'un psychologue extrêmement important, Danny Kahneman, prix Nobel d'ailleurs d'économie pour ses travaux en psychologie appliquée à l'économie, et qui lui a disséqué la cognition humaine, notre cerveau, et s'est rendu compte que nous avons nous-mêmes deux systèmes de pensée, le système 1 et le système 2. Et en fait, on va retrouver ces deux mêmes systèmes de pensée en intelligence artificielle, et vous allez voir que le système 2, qui est le système basé sur l'apprentissage, le big data, le machine learning, est en train de prendre vraiment le leadership sur le système 1. On va comprendre cette bifurcation et comment se fait-il que de plus en plus en intelligence artificielle on parle d'apprentissage et de big data. Alors, je ne peux pas mieux commencer que par une petite anecdote personnelle. Comme vous dites, je dirige un laboratoire depuis 40 ans maintenant. Et très très vite, dans les années 80, une banque, à l'époque ça s'appelait Fortis ou la Générale, vous savez, c'est la banque qui a changé souvent de nom, maintenant PNB Paribas, m'avait demandé de réaliser un système d'aide à la décision pour l'attribution de crédit. On appelle maintenant typiquement le credit scoring. Et j'avais réalisé un système qu'on appelait un système expert à l'époque, basé sur des règles, des règles du type si le salaire est cela, le taux d'endettement est cela, si la composition familiale est cela. Vous pouvez imaginer par exemple que quand vous devez faire un emprunt hypothécaire, il y a des règles du genre si le remboursement mensuel de l'emprunt est plus d'un tiers de votre salaire, alors sans doute c'est pas une très très bonne idée d'accorder cet emprunt. Voilà un ensemble de règles que les banquiers connaissent, que les banquiers appliquent. Et à l'époque, dans les années 80, les années 90, l'intelligence artificielle, c'était de reproduire ces règles dans un système qu'on appelait un système expert et se baser sur ces règles. Donc en fait, on interrogeait le client, on demandait évidemment sa situation familiale, son salaire, on vous posait des questions et sur base de vos réponses, des règles s'enchaînaient. Et à l'issue de cet enchaînement, une décision était prise, oui ou non, allions-nous vous accorder le crédit. Je me rappelle d'ailleurs, petite anecdote, l'histoire de l'arroseur arrosé. Mon même système avait décidé que je n'étais pas solvable et je m'étais vu refuser un crédit. Et 10, 20 années plus tard, donc on est à l'orée des années 2000, cette même banque, avait sans doute changé de dénomination, fait de nouveau appel à mes services, à mon équipe, et me dit, mais vous savez, votre système, il fonctionne pas mal, mais il fonctionne pas mal pour des cas faciles finalement, des cas extrêmes. Si bien sûr vous avez un client extrêmement riche avec un taux d'endettement proche de zéro, ça serait idiot de lui refuser un crédit. Le cas contraire, évidemment, un pauvre qui malheureusement est déjà fort endetté, ça c'est sans doute pas le client le plus profitable. Et ça, c'est pas forcément la majorité de la population. La majorité, c'est comme on vit dans un pays de classe moyenne, ce sont les classes moyennes où la situation est plus difficile, on n'est pas sûr d'avoir les bons attributs. Puis aussi, il y a des éléments statistiques, il y a peut-être des individus qui sont très semblables mais qui vont se comporter différemment. Et est-ce qu'on pourrait fonctionner différemment? D'autant plus que nous avons une base de données dans cette banque considérable où nous avons historisé, on a vraiment l'historique de tous les clients avec leur situation. Est-ce que ça a été des clients fiables, les clients qui ont remboursé? C'est ce que vous voyez sur le schéma de droite où vous avez une base de données. Ici, je l'ai mis à deux dimensions. Simplement, j'ai repris la variable salaire et taux d'endettement. Mais vous pourriez imaginer évidemment beaucoup d'autres variables. Vous pourriez imaginer 100 variables, l'habitation, la situation civile, etc. Et vous avez vu que vous avez des plus et des moins. Les plus, c'était les clients qui se sont comportés correctement, qui ont remboursé leur crédit, et les moins, c'est les clients qui ont fait défaut. Et comme vous voyez, un système d'apprentissage, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un des systèmes qu'on appelle les arbres de décision, il y en a beaucoup d'autres en IA, sur base de cette donnée, et vous voyez, je l'ai mis à deux dimensions pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe, il va tracer des droites, et il va essayer de séparer, de mettre ensemble les bons clients et les mauvais clients, et de retrouver les mêmes règles qui étaient finalement à l'œuvre dans les systèmes experts d'antan, des règles du genre, si le salaire est inférieur, là les chiffres sont tout à fait arbitraires, si le salaire est inférieur à 100 et le taux d'endettement est supérieur à cela, alors en effet,
le client est à risque. Si le salaire est si, le client n'est pas à risque. Alors vous voyez que ce genre de règles, alors ici on est dans une situation où les règles sont encore lisibles, on peut les comprendre. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice très difficile à faire pour un humain, surtout si vous traitez des centaines de variables et vous traitez des millions de clients. C'est un exercice impossible et c'est aujourd'hui ce que fait l'intelligence artificielle. Elle a remplacé les systèmes de décision qui s'inspiraient du mécanisme de cognition humaine par des mécanismes d'apprentissage. Donc, d'une certaine manière, on retrouve cette expertise, mais à partir des données. On n'a plus besoin d'éliciter l'expertise humaine, on retrouve cette expertise à partir des données. Ce qu'on appelle l'apprentissage machine, et ça a énormément d'importance aujourd'hui en IA, à tel point qu'aujourd'hui, presque toute l'IA ne fonctionne que comme ça, que par apprentissage. Les systèmes de traduction, et je vais vous en montrer d'autres dans la suite de l'exposé. Alors j'ai eu l'occasion de pas mal écrire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion entre tout ce que peut faire l'intelligence artificielle. Donc récemment, il y a un livre qui essaie de faire la part des choses. Et dans ce livre, j'utilise des petites applications que vous connaissez. Ce sont des petites applications très simples, presque des jeux enfantins, mais qui vous permettent de comprendre cette bifurcation qui est vraiment le centre de mon exposé des deux intelligences artificielles. Par exemple, il y a un petit jeu très célèbre auquel vous avez peut-être joué quand vous étiez enfant, qui s'appelle le taquin. Et le taquin, c'est ce petit jeu que vous voyez illustré sur ce slide qui consiste à déplacer une petite case blanche, une case vide, de manière à réordonner toutes les cellules, de retrouver leur configuration ordonnée. Donc on part d'une configuration désordonnée et en déplaçant cette petite cellule vide, la case vide, on arrive à la configuration ordonnée. Alors quand j'enseigne l'intelligence artificielle, celle que j'enseigne depuis les années 80, j'explique comment, d'une certaine manière, les premiers ordinateurs faisaient, les premiers logiciels faisaient, en s'inspirant de la manière dont vous pourriez faire, c'est-à-dire on trace une espèce d'arbre de possibilités. Vous déplacez la case à gauche, vous la déplacez à droite, vous la déplacez en haut, vous la déplacez en bas. Par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle une technique en largeur d'abord, vous évaluez tous les mouvements possibles et vous allez aboutir à la configuration désirée. Et en fait, ce que le système essaie de reproduire, c'est la séquence des mouvements que vous devez faire pour, au départ de la configuration désordonnée, atteindre la configuration ordonnée. Alors ça peut être très lourd parce qu'il faut envisager tous les mouvements, toutes les configurations possibles. En intelligence artificielle, on a inventé des techniques qui s'inspirent de l'expertise humaine. Par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle des heuristiques, qui sont simplement un chiffre qu'on appose à chacune des configurations intermédiaires pour évaluer déjà quelle est la chance, en passant par là, d'aboutir le plus rapidement à la configuration souhaitée. En fait, on essaie de trouver des raccourcis. Alors bien sûr, une heuristique peut fonctionner ou ne pas fonctionner, mais nous avons une certaine compétence et on met cette heuristique. Par exemple, on pourrait considérer qu'une configuration est bonne s'il y a moins de cases à bouger pour arriver à la solution finale. Et donc, on trouve un court-circuit, on essaie de trouver un raccourci pour arriver à la configuration finale. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de recherche. Et vous voyez que c'est très proche de la cognition humaine. C'est ce qu'on pourrait appeler le système 1. On raisonne, on essaie de trouver la suite des actions qui nous amènerait à la cible. Depuis quelques années, et je vais essayer de vous y sensibiliser, depuis quelques années, on ne fait plus comme ça. L'intelligence artificielle a décidé de nouveau recourir à l'apprentissage. Et donc il y a un apprentissage qui est devenu très très connu, très classique, puisqu'on l'a vu dans le cas du jeu de Go. C'est aussi ce style d'apprentissage qui permet à certaines voitures et à certains robots de fonctionner de manière très très performante. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors là, l'idée, c'est de vous laisser essayer des choses. Vous essayez différentes séquences de coups, presque au hasard. Vous essayez ce coup-là, puis ce coup-là, puis ce coup-là, puis ce coup-là, puis ce coup-là. Et puis vous essayez ces coups au hasard et à la fin, vous regardez ce à quoi ça aboutit. Si la configuration finale est bonne, vous retenez et vous dites ça c'est une bonne séquence de coups. Vous n'essayez même pas d'utiliser l'expertise humaine. Vous faites des coups au hasard, des séquences au hasard. C'est ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. Vous regardez simplement la conclusion. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Si c'est bien, on garde, si c'est pas bien, on réessaye. Et comme l'ordinateur aujourd'hui est très très puissant et qui peut essayer des milliards et des milliards de coups dans une seconde, vous savez que les ordinateurs fonctionnent au gigahertz, ça veut dire des milliards d'opérations en une seconde, eh bien en fait vous pouvez recourir à ce type de stratégie. Ce n'est pas les plus économes en matière de temps calcul, puisque vous laissez l'ordinateur faire des choses complètement absurdes, jouer au hasard. Mais finalement, ça épargne les humains de devoir intervenir et de dire « ça, je pense que c'est une bonne idée ». Là, on ne fait rien. On laisse l'ordinateur trouver de par lui-même toutes les solutions possibles. Alors, un autre exemple que je pourrais donner d'exactement le même genre de bifurcation, c'est le jeu du puissance 4. Vous avez peut-être joué à ce jeu avec vos enfants, donc vous savez, il suffit d'aligner 4 jetons de la même couleur. Celui qui gagne, c'est celui qui aligne les 4 jetons jaunes ou les 4 jetons rouges. Imaginons que l'ordinateur joue contre vous.
Eh bien, ce que l'ordinateur va faire, c'est ce qu'on appelait la stratégie dite du min-max. C'est une stratégie qui a été mise en place par l'inventeur de l'informatique, John von Neumann, dans les années 50. C'est lui qui a réfléchi à cela. C'est une stratégie qui consiste à évaluer tous les coups que l'ordinateur pourrait faire, et pour chacun de ces coups, tous les coups que vous, en tant que joueur, vous pourriez faire, et puis l'ordinateur, etc. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de l'arbre parce qu'il se passe ce qu'on appelle une explosion combinatoire, donc il y a trop de situations possibles, donc vous allez jusqu'à une certaine profondeur de l'arbre, et au bout de cette profondeur, vous évaluez, et là aussi vous avez besoin d'un être humain pour évaluer toutes les configurations obtenues. Par exemple, vous pourriez dire une configuration est positive ou elle est relativement encourageante si, pour cette configuration-là, il y a plus de jetons jaunes alignés que de jetons rouges. Et puis une fois que vous avez mis des nombres, et ces nombres sont très importants parce que ces nombres témoignent de nouveau d'une compétence humaine dans ce jeu. Une fois que vous avez mis les nombres dans les configurations finales, vous faites ce qu'on appelle un min-max, vous maximisez vos chances de gagner et vous minimisez les chances de l'adversaire et vous remontez dans l'arbre et c'est ce qui vous permet d'identifier les meilleurs coups à jouer. Eh bien aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Il y a d'autres algorithmes. Et alors, pourquoi je vous parle de cet algorithme? Parce qu'il y a une révolution en IA. C'est cet algorithme qu'on appelle MCTS qui a permis aux meilleurs joueurs de Go d'être battus par un logiciel. En fait, cet algorithme joue tout à fait différemment de la manière précédente dont je vous ai parlé. En fait, cet algorithme, maintenant, il fait des parties au hasard. Exactement comme dans le cas du taquin. C'est une espèce d'apprentissage par renforcement. Il fait des parties au hasard. Vous voyez, il joue des parties tout à fait au hasard. Et au hasard pour vous, au hasard pour l'adversaire, et quand il arrive à un coup gagnant, par exemple, ici, il y a un coup qui a été gagné au bout de la configuration, eh bien, il va rétropropager le 1 si vous avez gagné, le -1 si vous avez perdu, jusqu'au début. Donc on a joué un tas de jeux aléatoires, et en fait, une fois qu'on a gagné, on rétropropage cela. Et ceci permet... C'est ce qui a permis, alors ça c'est assez extraordinaire, ce qui a permis à un logiciel qui s'appelait AlphaGo de battre le meilleur joueur de Go. Alors jusqu'à présent, vous savez que le Go, c'est un point intéressant parce que le Go, c'était le dernier jeu de société qui résistait à l'envahisseur informatique. Vous savez qu'il n'y a plus aucun jeu aujourd'hui de société où l'ordinateur n'est pas meilleur que l'être humain. Ça a été le cas pour déjà dans les années 60 et 70, les dames, et puis les échecs, on a attendu un petit moment. Alors ce qui est intéressant, c'est que les échecs, on avait fait du min-max, exactement la première stratégie dont je vous ai parlé, inventée par John von Neumann. Et le Go, on essayait aussi de faire du min-max. Le gros problème au Go, c'est que c'est très difficile, même pour un excellent joueur de Go, d'évaluer. Alors le Go, vous savez, c'est un jeu un peu compliqué. Il y a beaucoup de joueurs, surtout dans les pays d'Extrême-Orient, un peu moins chez nous. Mais c'est le jeu le plus compliqué, en fait, qu'on connaît comme jeu de société. Et une des grosses difficultés, si vous voulez faire un min-max, c'est d'évaluer les configurations intermédiaires. Quelles sont les chances d'aboutir une fois que vous avez atteint cette configuration? Pour ne pas parler aussi de l'explosion combinatoire de toutes les possibles parties de Go, puisque là, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a même pas suffisamment d'étoiles dans l'univers pour énumérer toutes les configurations de Go possibles. Donc en fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'ordinateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué au hasard, en jouant des parties de Go au hasard, en retenant les meilleures et en éliminant les plus mauvaises. Et c'est ainsi qu'il a pu battre le meilleur joueur de Go, qui est un Coréen, qui s'appelait Lee Sedol. Alors si vous allez sur YouTube, vous allez voir, c'est un moment assez étonnant. Vous pouvez retrouver exactement la séquence sur YouTube, où le Coréen joue contre l'ordinateur. Et à un moment, l'ordinateur décide de faire un coup. Et en fait, ce coup est commenté sur la télévision américaine par un expert du jeu. Et il y a un journaliste qui dit, ben voilà, l'ordinateur a décidé de mettre le pion, disons le blanc, en A4. Et un joueur de Go, là, qui accompagne le commentaire de cette partie, dit non, en A4, ça c'est pas possible, c'est complètement débile, on ne mettrait pas un coup en A4. Et le journaliste qui n'y connaît rien dit ben non, c'est en A4, c'est l'ordinateur qui a décidé en A4. Et le journaliste dit, excusez-moi, le meilleur joueur de Go dit, c'est un coup très surprenant, on le met en A4. Et Lee Sedol, que vous voyez sur la photo de droite, était parti, je crois qu'il y a 1 ou 2 minutes pour l'ordinateur, le temps qui lui était imparti pour jouer. Lee Sedol était parti fumer une cigarette. Et il revient, et là c'est ce que vous voyez sur la photo, si vous voyez la tête qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait ce coup sort complètement de ses habitudes. On n'a jamais joué au Go comme ça. Donc ce qui est étonnant, c'est que Lee Sedol a perdu, il a perdu en plat de couture, là maintenant le meilleur joueur de Go est un logiciel qui s'appelle AlphaGo, mais il a perdu, mais il n'a même pas compris comment il a perdu. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordinateur a vraiment envoyé le Go, a projeté le Goban, qui est le plateau de jeu, dans un univers complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, l'ordinateur a trouvé des manières de jouer qui échappaient complètement aux joueurs humains, puisque vous vous rappelez,
les anciens systèmes d'intelligence artificielle fonctionnaient beaucoup en imitant l'expertise humaine, basés sur l'expertise humaine. Là, si vous laissez à l'ordinateur la possibilité d'explorer de façon infinie l'univers de tous les coups de Go, eh bien, il va découvrir, de par l'humain, de manière complètement autonome, il va découvrir des nouvelles manières de jouer au Go et qui sortent vraiment des habitudes humaines. Donc, on peut dire que c'est une progression dans la mesure où on joue mieux au Go et on a maintenant une machine qui joue très bien au Go. On peut aussi considérer, donc ça c'est la bouteille à moitié vide, que c'est un peu une régression parce qu'en fait vous avez maintenant besoin de réapprendre à jouer au Go parce que l'ordinateur joue d'une façon qui sort complètement des habitudes humaines. Alors, un autre exemple intéressant des deux IA, c'est que en fait, l'IA s'est toujours intéressée à l'art. Et dans les années, je me rappelle très bien, dans les années 70-80, il y avait des logiciels, c'est ce que vous voyez sur la droite, qui étaient capables de produire des œuvres d'art. Peut-être les plus âgés s'en rappellent, on parlait beaucoup des fractales à l'époque, et je vous montre aussi une petite photo d'un tableau de Vasarely. Vasarely, c'était un peintre qui était très à la mode dans les années 70, il paraît qu'il redevient un tout petit peu à la mode maintenant, mais lui, il composait des peintures avec des règles. Il mettait des règles géométriques. Les fractales, c'était aussi une espèce de composition géométrique, donc on avait des règles, et sur base de ces règles, on composait, on créait des œuvres d'art. Ces règles pouvaient être inspirées de nouveau des règles d'artistes. L'humain, Vasarely disait « mais moi j'ai envie de faire les choses comme ça », et donc il générait un ensemble de règles. C'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Ce qui a fait le plus de bruit, ce qui a eu le plus gros impact depuis quelques années en matière de création, on peut dire création artistique, c'est le tableau de Rembrandt que vous voyez là-haut, qui est en fait très proche d'un tableau de Rembrandt, sauf que ça n'est pas un original de Rembrandt, c'est une composition logicielle qui a été produite parce que en fait, l'ordinateur a appris à peindre à la manière de Rembrandt, c'est-à-dire qu'on lui a fait ingurgiter des tonnes de Rembrandt, enfin toutes les œuvres de Rembrandt, mais pas que, on a mis aussi des œuvres de peintres du XVIe ou XVIIe siècle, des portraitistes de l'époque, et lui, il a créé du nouveau Rembrandt. Alors bon, il y a tout un débat aujourd'hui dans la communauté quant à savoir est-ce que c'est créatif, est-ce que c'est original ou pas. L'exemple en dessous, c'est une chanson des Beatles, qui s'appelle Lady Scar, qui est une fausse chanson des Beatles. Mais si vous allez sur YouTube et que vous l'écoutez, vous allez être complètement bluffé parce que c'est du vrai Beatles. Ça pouvait être créé par les Beatles. On voit les harmonies. Si vous connaissez un peu la musique, vous allez voir les descentes chromatiques de Michel. On reconnaît la voix de John Lennon. Donc c'est vraiment assez impressionnant de pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, mais ça c'est une intelligence artificielle type système 2, c'est-à-dire il n'y a pas de règles. Elle a simplement apprise, à force d'écouter du Beatles, à force de voir du Rembrandt. C'est une intelligence artificielle qui a appris à peindre comme Rembrandt ou à composer des musiques à la manière des Beatles. Alors, cette intelligence artificielle, maintenant, on en parle de plus en plus. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler du deep learning ou des réseaux de neurones. C'est celle-là qui est mise en œuvre dans la composition de Rembrandt ou dans la composition des Beatles. Pour vous dire en deux mots, parce que ça serait un peu compliqué de faire tout un cours là-dessus, de la manière dont elle fonctionne, eh bien, je vais vous donner une autre anecdote. Dans les années 80 et dans les années 90, on présentait à des êtres humains des photos de chiens et de chats. Et on leur demandait de distinguer si dans la photo, il s'agissait d'un chien ou d'un chat. On leur montrait par exemple une centaine de photos et on savait dans la photo, parce qu'évidemment ceux qui présentaient la photo savaient si la photo était une photo de chien ou de chat. Et on présentait ça à des êtres humains et de manière statistique, de façon générale, les humains commettaient 10% d'erreurs. C'est-à-dire que dans 10 photos sur 100, ils se plantaient, il s'agissait d'un chat, il y voyait un chien, ça pouvait être des photos un tout petit peu ambiguës ou des photos... Bon. Le même exercice, on le présentait à des réseaux de neurones. Alors, un réseau de neurones, c'est quoi ? On lui met en entrée la même photo. On sait qu'il s'agit d'un chat ou d'un chien. On lui met en entrée la photo. Le réseau, à force d'inférence, alors c'est des réseaux qui sont devenus très compliqués parce que c'est des réseaux de neurones multicouches, c'est-à-dire qu'avec des couches qui font plein de choses assez intéressantes, mais le font de manière qui est devenue tout à fait incompréhensible par l'humain parce que c'est des structures assez complexes. À la sortie de ce réseau, vous allez avoir une décision. Est-ce qu'il s'agit d'un chat ou d'un chien ? Si le réseau réussit à trouver le bon animal, il est récompensé. On va renforcer les connexions qui lui permettent de faire ça. Si le réseau se trompe, en fait, d'une certaine manière, il est pénalisé. C'est-à-dire qu'on va inhiber les connexions. Vous voyez, ces espèces de traits bleus, ce sont les connexions qui l'ont amené à cette mauvaise réponse. Aujourd'hui, ces réseaux de neurones, à force d'avoir vu des millions de photos de chiens ou de chats, quand on leur présente le même exercice, quand on les soumet au même exercice que les humains, en fait, ils font beaucoup mieux que les humains.
Aujourd'hui, ils font peut-être 1% d'erreur, là où les humains faisaient 10% d'erreur. Alors c'est une différence notable, alors c'est assez nouveau, ça, il y a quelques années, on n'était pas capable de faire ça. Depuis 10 ans maintenant, ces réseaux sont meilleurs que les humains. Ça a résisté très longtemps, la reconnaissance d'image. Hein. Dans les années 70, 80, 90, 2000, on n'était pas bon en reconnaissance d'image. Maintenant, on est devenu très bon en reconnaissance d'image. C'est pour ça d'ailleurs qu'un champ qui a été très impacté, c'est la médecine, puisque quand vous êtes médecin, vous avez pas mal de traitements d'image aussi. Hein. Pensez aux radiologues, aux cardiologues qui font beaucoup de traitements de signal. Eh bien, aujourd'hui, les meilleurs radiologues sont des logiciels de style réseau de neurones. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de mieux diagnostiquer une tumeur, la gravité d'une tumeur. Alors, 1% de différence, eh bien, je peux vous dire qu'en matière de cancérologie, ça fait vraiment toute la différence. Et là, vous allez vous-même confier peut-être votre sort plus dans les mains du logiciel qui fait ce diagnostic que dans les mains du radiologue, si vous savez que le logiciel est plus fiable que le radiologue. Alors c'est la révolution d'aujourd'hui, cette IA qui se nourrit beaucoup de big data, hein, des bases de données gigantesques. C'est l'IA évidemment des réseaux sociaux, c'est l'IA aussi des systèmes de recommandation. Je vais vite venir sur ce slide. Ce slide est intéressant parce que, aussi à titre anecdotique, il y a eu beaucoup de réflexions philosophiques sur, j'ai moi-même écrit un petit livre sur est-ce que l'IA peut engendrer des artistes authentiques. Ce que vous avez quand une IA est nourrie de Rembrandt, c'est qu'elle fait du Rembrandt. Elle ne fera pas du Picasso. Quand une IA est nourrie de Beatles, elle fait du Beatles. Elle ne fera pas justement du Mozart ou quoi que ce soit. Eh bien, si vous allez voir, par exemple, une exposition d'un artiste qui s'appelait Brancusi, en fait, Brancusi s'est beaucoup inspiré des œuvres de son maître en sculpture qui s'appelait Rodin, et il s'est inspiré du baiser de Rodin pour faire le baiser de Brancusi. Vous voyez que ça, c'est une chose qu'une IA est totalement incapable de faire. C'est là qu'on voit la créativité de l'artiste. Il a voulu simplifier. Il y avait aussi tout un contexte qui fait qu'il avait une opposition notable par rapport à son maître qui était Rodin. Il voulait s'épargner tous les détails, toute cette finesse de la sculpture de Rodin, et il a fait un Brancusi. Alors ça, j'attends, c'est mon commentaire un tout petit peu négatif, j'attends que l'IA soit capable de faire ça, de faire le baiser de Brancusi au départ de tous les baisers de Rodin. Alors un autre exemple évidemment de big data, c'est aujourd'hui les systèmes de recommandation. On a énormément de données sur les retours d'utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs ont aimé ce film? Est-ce qu'ils ont aimé cette chanson, etc. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'on peut faire des matrices entre les utilisateurs et les produits de consommation. Et ce que vous avez le lien qui lie l'utilisateur au produit de consommation, c'est son appréciation, son commentaire, son like, combien de likes, à quel point il a apprécié cela. Et on peut, par exemple, c'est ce qu'on a fait chez Netflix. Hein. Netflix a d'ailleurs ouvert ces données pour les informaticiens, pour faire une compétition. Donc l'idée, c'est que si vous avez un utilisateur qui a liké ces 4 films-là, par exemple 4 westerns, et qu'un autre utilisateur a liké 3 de ceux-là, mais n'a pas encore vu le 4e. Alors vous savez que toute la stratégie, ce qu'on appelle le collaborative filtering, c'est de s'inspirer des consommateurs qui vous ressemblent pour vous proposer des produits que vous n'avez pas encore achetés, que vous n'avez pas encore consultés. Alors c'est une technologie qui marche bien, ces systèmes de recommandation, parce que ça permet de vous recommander un film, même si vous avez été dans un restaurant. Ou de vous recommander un livre de, je sais pas moi, Simone de Beauvoir, même si vous venez d'acheter un disque des Beatles. Il n'y a rien de comparable entre le disque de Beatles et le livre de Simone de Beauvoir, sauf que ce sont les mêmes consommateurs qui ont apprécié le film ou le livre. Et donc, vous pouvez conseiller des produits qui n'ont rien à voir avec les produits que vous avez acquis jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle les systèmes de collaborative filtering. Ce sont des systèmes très puissants parce qu'en fait, on se ressemble. On est vraiment des moutons de Panurge. On agit tous un peu de la même manière. Et il n'y a pas meilleur conseiller que les utilisateurs qui vous ont ressemblé jusque-là. Alors, ces stratégies d'apprentissage, on les voit, on les met en œuvre un peu partout en intelligence artificielle. Dans les années 80, j'avais fait un logiciel pour conduire une voiture autonome sur une autoroute américaine et j'avais utilisé un réseau de neurones. En fait, les ingénieurs étaient surpris parce que les ingénieurs disaient « mais pour conduire une voiture, il faudrait faire beaucoup de mathématiques, il faudrait résoudre des équations différentielles, des choses que l'on apprend dans les universités quand on fait de la commande. » Et je leur avais dit « mais non, il suffit d'imiter les conducteurs humains. Vous constituez une grande base de données où vous associez ce que les conducteurs voient à ce que les conducteurs font. Et vous pouvez enregistrer ça, hein, ce que les conducteurs voient, vous mettez une caméra. C'est pour ça que les Google Cars
sillonnent les villes avec des caméras omnidirectionnelles, parce qu'ils filment tout ce qu'ils peuvent voir. Et non seulement ils filment, mais ce dont vous ne vous rendez pas toujours tout à fait compte, c'est qu'ils enregistrent aussi les manœuvres des conducteurs. Et donc en fait, ils peuvent constituer d'immenses bases de données. Quand le conducteur voit ça, il fait ça. Quand il voit ça, il fait ça. C'est des milliards et des milliards de terabytes. Et en fait, vous le donnez dans un réseau de neurones, et le réseau de neurones apprend à conduire, en simplement imitant les conducteurs, sans faire de maths, sans faire de modélisation, sans faire d'ingénierie. Il fait l'apprentissage de la conduite en se servant des conducteurs de Google. Alors, on va arriver petit à petit aux conclusions, donc surtout sur justement cette différenciation entre les deux IA. Vous vous rappelez, j'avais commencé par ce fabuleux psychologue qui s'appelait Danny Kahneman et qui parlait des deux systèmes, le système 1 et le système 2. Vous avez un peu les deux systèmes en œuvre, et l'IA des années 80, l'IA des années 90, c'était surtout le système 2, qui était le système dit cognitif, un système lent, laborieux. Vous savez, quand vous jouez, par exemple, imaginez-vous quand vous jouez aux échecs, vous dites je pourrais faire ce coup-là, ou ce coup-là, ou ce coup-là. Donc vous faites de la planification. Non, ce coup-là, c'est pas terrible, je pourrais faire ce coup-là, exactement comme l'IA des années 80 et des années 90. Et puis le système 1, c'est le système que vous mettez en branle quand vous conduisez. Quand vous conduisez, vous ne raisonnez pas. Vous conduisez de manière automatique. Quand vous jouez au tennis, quand vous faites de la musique, vous ne raisonnez pas. C'est des automatismes. Ça, c'est un système qui est très performant chez l'être humain. C'est un système rapide, inconscient, parallèle, et qui fonctionne surtout par apprentissage. Bien, vous avez aujourd'hui exactement la même situation en IA. Vous avez les deux systèmes, les systèmes d'apprentissage et les systèmes de raisonnement, sauf que, de plus en plus, les systèmes d'apprentissage prennent le dessus sur les systèmes de raisonnement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça c'est assez paradoxal, plus la situation est compliquée, plus on recourt à l'apprentissage, plus on recourt à une IA un peu inconsciente, une IA qui ne comprend pas tout à fait ce qu'elle fait, mais qui le fait très bien, et qui n'a surtout pas besoin des êtres humains. Ça, c'est très important. On se débarrasse de l'expertise humaine. Aujourd'hui, Google l'a dit, les meilleurs systèmes de traduction que Google a pu produire, il a pu les produire parce qu'il a mis au rencard les linguistes. En se débarrassant des linguistes, on a pu faire de grands progrès en linguistique. Alors ça, c'est très paradoxal, mais les linguistes, ils ont déjà eu l'occasion d'exprimer leurs compétences dans par exemple, des ouvrages de traduction. Ils ont déjà traduit. On s'est servi des traductions qu'ils ont faites. Et grâce à ça, on a aujourd'hui les meilleurs traducteurs, mais sans besoin d'un linguiste explicite qui vient vous expliquer comment faire la traduction. Donc plus une situation est complexe, plus elle est nouvelle, plus aujourd'hui, il semble qu'on doive recourir à l'apprentissage, au big data, au renforcement, etc. Sauf que, et c'est mon dernier slide, sauf qu'il y a un vrai problème aujourd'hui qui se pose dans l'intelligence artificielle, c'est que vous mettez aux commandes d'engins extrêmement sensibles comme des voitures autonomes, comme des drones, comme des armes, vous mettez des systèmes extrêmement performants, vous avez la preuve de leur performance, vous mettez des systèmes de radiologie médicale, vous avez la preuve de leur performance parce que vous avez testé cela et vous vous êtes rendu compte qu'en général, ils fonctionnent mieux que les êtres humains. Mais le gros problème, c'est que vous ne comprenez pas comment il fonctionne, comment il réalise ses performances. Et là, c'est toute la problématique aujourd'hui dans mon domaine, en intelligence artificielle. Il y a une vraie remise en question, une exigence de compréhension, une exigence d'explicabilité, parce qu'on voudrait que si une voiture, demain, fait un accident, une voiture autonome commet un accident avec des victimes, ou si, comme ça se passe, on le sait, un drone tue malheureusement des innocents, on veut évidemment comprendre pourquoi et comment. Il semble que la responsabilité en matière humaine, c'est souvent la capacité d'expliquer, de se justifier, de rendre des comptes. Aujourd'hui, de plus en plus, les systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent merveilleusement, mais de moins en moins, ils sont capables de rendre des comptes. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon exposé, mais bien sûr, je reste à votre entière disposition. Si vous voulez poser des questions, utilisez la fenêtre du chat pour poser vos questions, et j'essaierai, tant que faire se peut, d'y répondre. Je vous remercie. Merci pour cette intervention intéressante. Envie de découvrir comment les bureaux d'expertise comptable utilisent l'intelligence artificielle à l'heure actuelle? Eh bien, Frédéric Testart vous dira tout à ce propos. À toi de jouer, Frédéric. Bonjour. Le professeur Hugues Bersini nous a offert un aperçu très complet des possibilités et de l'évolution de l'intelligence artificielle. Et ça, dans toute une série de domaines. Le jeu, l'art, la peinture, la musique, l'imagerie, les recommandations d'utilisateurs, les systèmes de traduction, voire les voitures autonomes. Mais les possibilités sont infinies. Vous êtes naturellement tenté maintenant de découvrir où l'intelligence artificielle
pourrait être utile dans votre métier de comptable, expert comptable. Avec toute modestie, je vais aborder comment chez Wolters Kluwer nous envisageons l'apport de l'intelligence artificielle dans nos logiciels. Mais avant, la principale chose que je retiens est que, bien que nous y travaillons depuis de nombreuses années, nous n'avons dévoilé qu'une petite partie des possibilités de l'intelligence artificielle. Mais, et cela n'engage que moi, même si les machines peuvent aller encore beaucoup plus loin, l'intervention humaine sera toujours requise pour la prise de décision finale. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que les robots prennent en charge toutes vos tâches comptables, qui représentent pourtant une charge très importante. Par contre, les tâches répétitives peuvent certainement faire l'objet de recherches sur l'intelligence artificielle. Chez Wolters Kluwer, nous avons plusieurs études en cours qui testent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour nos logiciels. Et ça, pour remplacer des tâches qui sont simples. Je m'appelle Frédéric Testart, manager Sales et Business Development, et je voudrais en 10 minutes maximum vous faire découvrir l'aventure de l'intelligence artificielle dans laquelle Wolters Kluwer investit aujourd'hui. Je dis investir, car l'intelligence artificielle ne peut être aussi forte que si elle peut se baser sur une masse de données suffisante et structurée à partir de laquelle elle va faire son apprentissage. Nos applications logicielles sont bien établies sur le marché belge, et ce depuis de nombreuses années. Mais malgré les évolutions technologiques que nous avons apportées à nos outils, les modèles de données sont, eux, créés avant même que l'on parle d'intelligence artificielle ou de l'apprentissage automatique dans le secteur de la comptabilité. Notre première tâche, et la plus importante certainement, est donc de passer au crible de nos modèles de données et de les préparer à une éventuelle application de l'intelligence artificielle. Cela signifie qu'il faut qu'on regarde en coulisses comment nous pouvons agréger et construire logiquement les données de manière à ce qu'elles profitent à la reconnaissance des formes ou à l'analyse de son historique par l'intelligence artificielle. Concrètement, il s'agit pour nous de rassembler et dupliquer les données de toutes nos applications pour les stocker dans un endroit central dans le cloud. De cette façon, les futurs modèles d'intelligence artificielle pourront utiliser au maximum les données de Wolters Kluwer pour vous aider dans vos tâches. Cela servira de fondation solide à l'intelligence artificielle, mais représente donc bien un investissement important. Mais je vous entends déjà vous demander comment l'intelligence artificielle peut-elle m'aider dans mes tâches de tous les jours. Nous avons analysé la manière dont nous pourrions utiliser l'intelligence artificielle dans nos paysages logiciels et nous distinguons 3 piliers principaux. D'une part, nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches complètement. Des tâches faciles qui impliquent une faible démarche intellectuelle peuvent être prises en charge. Pensez par exemple à la transcription de toutes sortes de documents simples en une écriture comptable correcte. Ou alors, au tri et au classement des documents dans un système de gestion de documents. D'autre part, au lieu d'automatiser complètement une tâche, nous pouvons également laisser l'intelligence artificielle venir en soutien de certaines tâches. Nous voyons ici toutes sortes de possibilités d'utilisation. Ça peut partir de suggestions pendant le processus d'encodage ou bien le signalement de certaines anomalies dans la comptabilité, afin que vous, en tant que gestionnaire du dossier, puissiez prendre les mesures appropriées. Et comme 3e pilier, nous voyons également l'application de l'intelligence artificielle pour détecter et transmettre des signaux clés. Par exemple, il est impossible pour un gestionnaire de dossier de passer en revue les détails de tous les dossiers chaque mois ou chaque trimestre. L'intelligence artificielle, en revanche, peut le faire et même le faire à la vitesse de l'éclair. Cela permet de découvrir des points sensibles au cours d'un exercice financier plutôt qu'à la clôture du bilan ou à la préparation des comptes annuels. En d'autres termes, l'intelligence artificielle vous donnera un aperçu plus rapide des dossiers qui nécessitent un suivi immédiat et vous aidera à traiter les dossiers problématiques de manière proactive. Le premier cas d'étude chez Wolters Kluwer, qui est d'ailleurs déjà très avancé aujourd'hui, est celui de Basecone.
l'apport de l'intelligence artificielle prévoit l'amélioration de la reconnaissance des documents dans Base Code. Bien que la facturation électronique soit en plein essor, on parle ici de toujours moins de 5% de vraies factures électroniques, nous constatons toujours qu'un grand nombre de documents sont proposés en papier ou en PDF. Or, aucun logiciel de reconnaissance OCR ne peut aujourd'hui garantir une reconnaissance à 100% sans intervention manuelle. Le principe est que l'intelligence artificielle va superviser le processus pour améliorer le taux de reconnaissance des factures PDF. Vous, en tant qu'utilisateur, vous ne le remarquerez pas car vous continuerez à utiliser Base Code comme vous le faites toujours. Vous n'avez donc pas d'interaction directe avec le module d'intelligence artificielle. Par contre, sous le capot, l'intelligence artificielle surveille vos actions, les compare avec les comportements historiques dans Base Code de tous les utilisateurs qui ajustent ou acceptent les propositions d'OCR. En fonction de cette analyse, l'intelligence artificielle va adapter les propositions en conséquence. Il en résulte des propositions plus précises et plus correctes. Alors, un exemple très simple. Si la majorité des factures d'un fournisseur X, les utilisateurs Base Code doivent modifier le montant total de la facture parce qu'il n'a pas été correctement interprété, à terme, l'intelligence artificielle va capter cette information, adapter l'interprétation de l'OCR de Base Code et reprendre le champ utilisé par la majorité des utilisateurs pour déterminer le montant total de ces factures. Alors, si on veut comparer ça à un autre secteur, par exemple à la conduite autonome des Tesla, où toutes les actions et les réactions des conducteurs sont combinées à des images de l'environnement et toutes ces informations sont envoyées au siège de Tesla. Tous les éléments sont ensuite analysés pour affiner les actions de l'intelligence artificielle dans le futur et donc la conduite automatique. Ils essayent ainsi d'assurer que la prochaine fois que votre véhicule va rencontrer une voiture devant elle qui est sur le flanc, votre Tesla ne va pas la percuter parce que la caméra n'aura pas considéré que le toit de la voiture renversée est un obstacle. En 41 de notre laboratoire, pour revenir sur Base Code, où on travaille sur des milliers de factures traitées dans notre logiciel, nous avons obtenu une amélioration de 22% de la précision des propositions d'OCR, grâce évidemment à l'intelligence artificielle. Cela signifie que 22% supplémentaires des champs contrôlés ont été correctement interprétés par Base Code. Mais il est maintenant temps que ce module sorte de sa quarantaine et qu'on le teste dans le monde réel. Ça va se faire en deux phases. Nous voulons d'abord nous assurer que le processus d'intelligence artificielle apporte les améliorations nécessaires avant de commencer à adapter les propositions d'OCR de tous nos utilisateurs. C'est pourquoi nous allons d'abord configurer l'intelligence artificielle en mode fantôme. Cela signifie que l'intelligence artificielle analysera ou analyse les données, mais que les propositions d'OCR adaptées ne vous seront pas encore montrées. Base Code va ensuite enregistrer le résultat de l'intelligence artificielle, va le comparer avec le résultat que nos utilisateurs ont accepté ou ont saisi de manière manuelle. Et c'est seulement si ce mode fantôme montre qu'il y a aussi une amélioration qu'on va mettre en place et en production l'intelligence artificielle et que vous, en tant qu'utilisateur, vous verrez effectivement que les interprétations d'OCR vont devenir 22 fois plus précises. On va donc approcher les 100% de reconnaissance. Il est important de noter cependant que pour tout cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, nous relevons chez Wolters Kluwer qu'il y a des dogmes auxquels nous devons absolument pas toucher. L'intelligence artificielle ne devrait jamais être une boîte noire. Il doit y avoir la transparence nécessaire pour ce que fait l'intelligence artificielle sur l'origine de ses résultats. Mais c'est un minimum requis. Et ça va permettre d'instaurer la confiance nécessaire dans l'intelligence artificielle. En outre, le comptable garde toujours le contrôle de ce qui se passe dans ses applications. Ainsi, les résultats de l'intelligence artificielle peuvent toujours être ajustés par le comptable ou l'expert comptable en fonction de ce qui lui semble correct.
Et comme conséquence de ces deux premiers, vous pouvez déduire que nous pensons que l'intelligence artificielle devrait toujours soutenir les tâches du comptable et ne prendra pas en charge les tâches sans aucune supervision. Tous ces dogmes ont bien sûr à voir avec l'instauration de la confiance nécessaire dans les outils et les modèles d'intelligence artificielle. Alors, je vais vous demander un petit peu d'imagination. Imaginons que demain, je vous demande de monter dans une voiture. Je vous donne un journal et je vous demande de vous faire conduire par une voiture sans volant ni pédale sur le périphérique à Paris. Et là, je mets ma main au feu que très peu d'entre vous vous laisserez conduire en toute confiance. Eh bien, c'est la même situation si on parle de la comptabilité. On a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir tout laisser passer de manière totalement automatique et sans contrôle. Ça a d'ailleurs été confirmé par une enquête que nous avons lancée sur le sujet lors de l'été 2021. Vous avez été unanime à dire que le processus de précision prime encore sur l'automatisation. En tant que comptable, expert comptable, vous voulez et devez toujours garder le contrôle. Comme vous pouvez le constater chez Wolters Kluwer, nous travaillons à l'automatisation et l'assistance de vos tâches grâce à l'intelligence artificielle. Mais nous voyons aussi la nécessité pour vous, comptables, experts comptables, de conserver le contrôle et la vue d'ensemble. Je vous remercie de votre attention pendant cette session et vous souhaite une bonne continuation de TaxFeed. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter davantage de ce sujet, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées que vous voyez à l'écran.